marcher sa parole ce matin en sous-bois avec un petit lieu sympa comme support, les alignements du petit Ménec sur lesquels on va se retrouver tout à l'heure, et avec une fréquence du jour sur le sujet « La vie ne me doit rien ». Pas simple. La vie ne me doit rien. Parce que pour beaucoup, on pense que la vie nous doit. Et c'est un mécanisme psychique qui remonte à très très loin dans la manière dont on s'est programmé à cette idée de la vie me doit. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est le comportement de notre société. J'aime bien regarder ce qui se passe sur le plan technologique, parce que sur le plan technologique, c'est une préparation pour nos esprits, pour une mise en conscience, pour nous permettre de comprendre ce qui est dans l'invisible, et on bâtit des structures autour de nous pour nous le rendre visible. Si je prends l'exemple de la technologie Internet, la manière de se câbler les uns les autres, la manière d'avoir des adresses e-mail, de se connecter, de se parler à distance, d'être dans ce monde psychique de l'information et d'avoir des profils, des avatars, des adresses énergétiques. Ça nous permet de petit à petit nous rendre compte d'un phénomène qui sera réel bientôt, c'est celui de savoir qu'on est tous connectés dans l'invisible, que l'on peut parler de manière télépathique, et donc on s'habitue et on s'apprivoise à des mécanismes de représentation intérieure. Donc la technologie, très importante, elle évolue au fur et à mesure de nos sauts de conscience et de nos plans de conscience, de l'évolution de nos intériorités. Et il est intéressant de regarder ce qui se passe en ce moment sur nos peurs vis-à-vis de la technologie, les représentations archétypes que l'on peut avoir avec, par exemple, la robotique, l'intelligence artificielle, et cette tentation d'être à la fois aidé par de la technologie, et cette peur de se dire, mince, que va-t-il devenir, que va-t-il en avenir de mon esprit, si tout autour de moi s'organise une sorte d'esprit technologique qui régit ma vie, que l'on voit apparaître dans nos technologies Internet, nos téléphones, les entreprises, la manière de communiquer entre les entreprises. Cette technologie qui nous envahit, avec une intelligence qui serait en confrontation avec la nôtre, dite naturelle. Donc cette notion, cet archétype d'intelligence artificielle, vu à l'extérieur de soi en technologie, ce sont des passerelles qu'utilise la vie pour nous faire comprendre que ce dont tu as peur, qui pourrait advenir avec les notions de transhumanisme, c'est surtout pour nous dire mais Coco, c'est déjà là, c'est déjà comme ça, mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que l'être humain, notre société, fonctionne en âme groupe, en intelligence artificielle. Mais on ne le sait pas. C'est totalement inconscient.
Donc on fonctionne comme une ruche, comme des abeilles, et puis on met les personnes, les enfants et les adultes dans des alvéoles, dans des cases. On appelle ça la crèche, on appelle ça l'école, on appelle ça les entreprises. Et on est soumis à des programmes. Et on a le sentiment d'être plus ou moins libre parce que on a la liberté du choix de la personnalisation de ce qui est à la surface. Donc on a le sentiment d'être libre. Je peux choisir la forme de ma maison, je peux choisir la couleur de mes assiettes, je peux choisir mes vêtements. Et on a le sentiment d'être libre dans cette idée de la consommation. Mais on n'est pas attentif au fait que la structure même de notre société, elle fonctionne en intelligence artificielle. Très délicat à entrevoir. Donc c'est un plan de conscience. C'est ce qui explique que déjà notre société est la société qu'on mérite. Donc c'est la société qui est en accord avec notre plan de conscience collectif. Donc c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir en décalage avec cette société parce que leur plan de conscience n'est pas en alignement avec cette société qui fonctionne en âme groupe. Donc ils s'en affranchissent et puis ils ont une autre manière d'appréhender la vie. Donc on est soumis dans ce fonctionnement en âme groupe à des programmes de conditionnement pour que l'on soit des bonnes abeilles, pour qu'on alimente tous le système et la société très tôt. Donc on envoie les enfants à la crèche et puis on trouve ça pratique parce que comme ça les parents travaillent, chacun dans ses alvéoles et ses cases. Et puis, dès le plus jeune âge, on est soumis à un programme scolaire, en groupe, en collectif, détaché de l'enseignement que pourraient nous donner nos parents. On a délégué notre pouvoir personnel de transmission du savoir à un corps enseignant, que l'on considère comme officiel, l'école de la République. Et ce qui est subtil dans ce programme, c'est l'idée des programmes dans le programme. Donc on pourrait se dire, on pourrait remettre en cause la nature des connaissances qui sont données, pourquoi pas, mais on en serait encore à la surface. Parce qu'il y a une intention cachée ou qui ne nous apparaît pas. En tout cas, il y en a plusieurs et il y a des conséquences sur notre psychisme ensuite. Il faut quand même considérer que depuis presque la naissance et jusqu'à une vingtaine d'années, on est soumis à ce conditionnement scolaire en se disant là je suis en train d'acquérir des connaissances et des compétences pour avoir un futur métier. Nourri par cette idée de la quête d'abondance, de la peur du manque, de se dire je vais pouvoir me nourrir, payer mes factures, parce que j'aurai des connaissances et des diplômes. Donc à ce titre, les parents délèguent leur pouvoir de transmission de leur savoir, de leurs connaissances, vers le corps enseignant. Et c'est un schéma répétitif qui a deux conséquences énormes. La première conséquence, ou le premier élément, c'est que on est dans la considération que les êtres humains sont vierges de toute mémoire, de tout savoir, de toute connaissance. Et donc, il faudrait former les esprits. Donc, pour former les esprits,
il y a les sachants, les professeurs, les enseignants, qui sont des personnes extérieures à soi-même. Et puis tout le monde est dans ce paradigme d'acceptation du fait que nous aurions des cerveaux vides qu'il faudrait remplir comme des bibliothèques de savoir et de compétences. Et ça, c'est le premier archétype très puissant de considérer que la manière de se percevoir, la manière de comprendre la vie, elle ne vient pas de soi, et que notre esprit serait formé, éduqué, rempli par un extérieur à soi, par les autres. Ça, c'est très puissant, parce qu'on ne se fait pas confiance, on considère que pour apprendre, pour savoir, pour trouver sa légitimité, ça viendra forcément des autres. Donc c'est un premier phénomène qui nous voile et qui nous désoriente sur nos propres capacités innées, sur notre individuation, sur notre nature, sur notre essence, sur le fait qu'on n'apprend pas, ou on n'oriente pas, ou on ne dit pas aux enfants dès leur naissance, dès leur petite enfance, mais tu sais, t'es parfait. Tu es déjà en lien avec la source. Tu es déjà en lien avec tout savoir. Il suffit de temps en temps d'aller voir dans ton intériorité, tu auras des réponses à tes questionnements. Donc ça, c'est le premier cap à passer pour accepter l'idée que pendant très 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 longtemps dans ma vie, je n'ai pas eu cette proposition d'aller vers mon intériorité. Et le deuxième effet, là c'est le programme dans le programme, c'est d'avoir ce schéma répétitif du passage d'une année à une autre dans la scolarité, où je vais passer mon temps à solutionner des problèmes. Donc on va me donner des connaissances, on va me donner des leçons, et je vais devoir, au cours des exercices, les solutionner. Alors bien sûr, il y a l'idée de la compétition, de la sélection, dans un paradigme mental, analytique, et dans cette quête de l'ascension sociale, on va sélectionner ceux qui sont le plus conformes au paradigme mental. Mathématiques, sciences, ceux qui seront à même d'être plus tard les gardiens du système. Et dans ce phénomène de répétition, pendant presque 20 ans, chaque année, je vais passer en classe supérieure parce que j'aurai réussi à solutionner les problèmes. Donc mon élévation sera le fruit de mon travail. Je vais passer à l'étape supérieure parce que quelqu'un de l'extérieur m'a fait la promesse. Voilà, si tu te comportes bien, si tu arrives à résoudre les problèmes, tu passeras à l'étape supérieure, tu passeras à la classe supérieure, tu auras un objectif d'avenir, d'élévation de toi-même. Donc à la fois on est dans l'idée de la promesse et on est dans l'idée du mérite. J'ai bien travaillé, je me suis bien comporté, la vie me doit. On me doit. Je vais pouvoir aller en classe supérieure.
Donc au début, quand on arrive une fois adulte dans la ruche, eh bien on est soumis à ce paradigme d'aller dans les entreprises, de bien se comporter, de bien travailler, d'avoir une ascension sociale. Et tout ça est acceptable pour la majorité des personnes. Ça leur paraît naturel. Jusqu'au moment où il y a éventuellement un bouleversement intérieur. À un moment où on se dit j'y crois plus. Où cette société de consommation ne me plaît pas. Où il y a un éveil intérieur, un développement de conscience. Et là, on se comporte possiblement parfois de la même manière parce que l'on a été conditionné à ce principe. Eh bien, je voulais être une bonne personne, maintenant je veux avoir bonne conscience. Et comme j'aurai bonne conscience et que je serai sur mon terrain d'évolution spirituelle, la vie me doit. Alors la vie me doit, j'espère qu'un jour je vais pouvoir canaliser. J'espère qu'un jour je serai au même niveau que ceux qui me semblent être des modèles. Et puis c'est surtout, si je vibre bien, si j'ai des désirs que je voudrais voir manifester, la vie me les doit. Je me suis bien comporté. Je considère qu'un extérieur à moi-même va être à la fois source d'enseignement, mais aussi cet extérieur à moi-même, j'espère qu'il va, et j'en suis convaincu, manifester l'objet de mes désirs. Donc, on veut manifester et on veut avoir le grand amour, une belle âme, une flamme sacrée, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça fait partie du chemin, de se dire la vie me doit. La vie me doit une vie de couple, belle. La vie me doit un amour inconditionnel. La vie me doit, la vie me doit. Jusqu'au moment où on fait tout sauter à l'intérieur de soi, une fois qu'on a dévoilé le fait qu'il n'y avait plus de libre arbitre, et c'est une vraie libération, parce que ça fait sauter aussi toutes les frustrations, de se dire je comprends pas, tout ce que je désirais n'est pas arrivé, ou ça arrive pas comme je le voudrais, alors que les autres me le disent que ça peut arriver. Non, en fait. La vie, elle ne me doit rien. Elle ne me doit pas nécessairement la guérison, la fluidité. Elle me doit rien. Elle est comme elle est. Elle a son programme, elle aussi, qui est sur un autre plan, avec des enseignements pour mon âme, mon essence, ma nature, qui sont des évolutions d'intériorité, mais pas à l'extérieur. Donc l'école de la vie ne me doit rien.
Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter. Et ça commence par les gens ne me doivent rien. Très dur à accepter. Non, les gens me doivent rien. La personne que j'aimais ou que j'aime, elle me doit rien. Mes amours ne sont pas conditionnels, mais la vie n'est pas conditionnelle non plus. Elle ne va pas se transformer, rien que pour moi, parce que je le mérite. Donc, je ne dois rien. Et on ne me doit rien. Et quand on intègre cette idée de je ne dois rien, on ne me doit rien, c'est beaucoup plus léger dans la qualité de relation aux autres. Beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'attente d'un phénomène de don et réception, d'échange qui devrait être juste, selon l'effort que j'ai fourni, selon l'amour que j'ai donné. Non, il n'y a plus cette idée d'échange, de réciprocité. C'est comme ça. Donc je me libère de l'idée de me comporter de telle et telle manière, et que les autres se comportent de telle et telle manière, et que la vie se comporte vis-à-vis de moi-même de telle et telle manière. Certaines formes de lâcher prise. C'est comme ça.